Alors que la plupart du monde suivait la visite de Xi Jinping chez le président Trump, et bien sûr le retour, avec tout le monde qui se demande ce qui va se passer ensuite dans la guerre entre les États-Unis et l'Iran, est-ce que ça va devenir une phase ouverte? Eh bien, beaucoup moins d'attention est portée à cette autre guerre, celle qui continue en arrière-plan, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est dommage, parce qu'il y a eu récemment des évolutions qui mériteraient bien plus d'attention. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir à nouveau Scott Ritter, qui est déjà venu dans notre émission. C'est un ancien officier du renseignement des marines, inspecteur des armements pour les Nations Unies, et quelqu'un de très bien informé, surtout sur tout ce qui touche au côté russe, ce qui rend son analyse particulièrement précieuse. Scott, Insawanim vraiment ravi de te retrouver aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Bon, écoutez, entrons directement dans le vif du sujet, parce que j'ai pas mal de questions, comme sans doute beaucoup de gens qui regardent l'émission aujourd'hui. Donc j'ai hâte d'entendre ce que vous avez à dire. Commençons d'abord par quelque chose que Peskov a déclaré récemment, parce qu'il me semble qu'il y a, je ne sais pas si c'est un nouveau récit, mais en tout cas un discours qui semble se mettre en place, avec cette impression que quelque chose est sur le point de changer. Voyons ça de plus près. D'abord, Peskov dit en gros, « Vous savez quoi? Je sais qu'on a dit par le passé qu'on n'était pas intéressé par un cessez-le-feu, sauf s'il y avait un accord. Mais maintenant, on a certaines conditions, et peut-être qu'on le serait. » Le président Zelensky doit ordonner aux forces armées ukrainiennes de cesser le feu et de se retirer du territoire du Donbass ainsi que des régions russes. À ce moment-là, le cessez-le-feu commencera et les deux parties pourront entamer des négociations dans le calme. D'ailleurs, ces négociations seront inévitablement très difficiles et impliqueront un grand nombre de détails importants. Alors, dis-moi, Scott, si tu penses que, au début, j'ai cru entendre quelque chose de différent, mais ensuite, je me suis dit que ça ressemblait aussi aux conditions de juin 2024, juste présentées un peu autrement. Toi, comment tu comprends ça? Non, c'est pas la même chose qu'en juin. Quand Vladimir Poutine a fait sa déclaration de juin 2024 ou peut-être 2025, il a dit « Prenez-le maintenant ou ce sera retiré. Ça changera. » Les Russes ont toujours dit que les conditions proposées aux Ukrainiens dépendaient de la réalité du moment. À l'époque, la situation était différente. Aujourd'hui, il y a deux choses. D'abord, ce que la Russie a accompli sur le champ de bataille et ce qu'elle s'apprête à accomplir a complètement changé le récit. La Russie n'a plus vraiment besoin que l'Ukraine se retire de certains territoires, parce que très bientôt, la Russie aura tous les territoires qu'elle souhaite. Voilà l'ampleur et la portée de la progression russe sur le terrain. Deuxièmement, l'Europe a changé de discours. Vous savez, on entend maintenant des déclarations du genre « Nous nous préparons activement à une guerre avec la Russie en 2029-2030 ». Imaginez un instant que vous soyez russe et que vous entendiez ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, on peut avoir des analystes comme moi qui disent « Ne vous inquiétez pas, l'Allemagne est en faillite. Le Royaume-Uni dit qu'il ne peut pas acheter de nouveaux équipements militaires avant 2030. La France, c'est une blague. Ce ne sont que des mots. Mais on ne peut pas simplement se dire « ce ne sont que des mots », surtout quand deux de ces pays européens, la France et le Royaume-Uni, possèdent l'arme nucléaire et mènent des actions très agressives, comme la France qui se prépare à déployer des rafales capables d'emporter des armes nucléaires sur le sol finlandais. Ça veut dire que vous déplacez des capacités de frappe nucléaire juste à côté de Saint-Pétersbourg, vers la péninsule de Kola,
là où se trouvent les bases militaires stratégiques russes. Le Royaume-Uni étend son parapluie nucléaire au-dessus de l'Allemagne. La France fait la même chose pour la Pologne. Et l'Allemagne parle même de la possibilité de construire ses propres armes nucléaires. Et en Russie, beaucoup de gens, vous savez, Sergueï Karaganov, que je connais, à qui j'ai parlé et que je respecte, disent que c'est inacceptable. Et ils ont raison, c'est inacceptable. Les Américains doivent comprendre ça. Vous ne resteriez pas les bras croisés si d'autres pays disaient « Nous nous préparons activement à faire la guerre aux États-Unis d'ici 2030 ». Chaque Américain dirait « Eh bien, frappons-les tout de suite ». Tu sais bien que c'est comme ça. Moi, je le dis clairement. Je crois en la paix. Mais si quelqu'un veut se battre, alors on se bat. Je ne vais pas attendre que tu sois prêt à me frapper. Si tu dis que tu veux fabriquer un fusil pour me tirer dessus, moi je t'arrête tout de suite. Je n'attends pas. Et là, l'Europe dit qu'elle veut des armes nucléaires. Beaucoup en Russie disent qu'il est temps d'utiliser une arme nucléaire contre l'Europe pour les devancer. Et Karaganov a raison. La seule façon de changer cette mentalité, c'est par la terreur, en instillant la peur dans le cœur de chaque Européen, pour qu'ils comprennent que les politiques que leur gouvernement commence à adopter vont les mener à leur propre extinction collective. Alors ils disent, utilisons les armes nucléaires. Mais il y a un problème. J'appelle ça la fausse logique de Karaganov. Je comprends pourquoi Karaganov et d'autres comme Slutkov en parlent. Mais ils doivent comprendre une chose. On ne peut pas utiliser l'arme nucléaire dans le vide. Oui, Karaganov dit que si la Russie les utilisait, par exemple, les États-Unis, selon lui, ne sacrifieraient pas Boston pour Poznań. Une frappe nucléaire hypothétique sur Poznań, une ville polonaise, pour donner l'exemple au reste de l'Europe. Voilà aussi ce qui vous attend si vous menacez la Russie. Vous savez, Karaganov affirme qu'aucun président américain ne se suicidera pour sacrifier des villes américaines au nom d'une Europe devenue folle. Il a peut-être raison, il a peut-être tort. Mais au fond, ça n'a pas d'importance. Voilà le problème. Voilà l'erreur. Nous vivons à une époque d'équilibre nucléaire où la dissuasion repose sur une idée simple. Ces armes sont tellement terribles, on ne peut jamais s'en servir. Donc ne les utilisons pas. Une fois que vous franchissez ce seuil et que vous dites qu'on peut utiliser l'arme nucléaire, ce que vous faites, c'est que vous changez l'équilibre de la dissuasion. On passe de deux camps qui disaient « Ces armes sont tellement horribles, on ne veut pas s'en servir, alors ne les utilisons pas », à un camp qui dit « Moi je l'ai utilisée, tu veux jouer avec moi? Je la réutiliserai ». Et à ce moment-là, ce camp atteint une forme de domination nucléaire parce qu'il a transformé la menace en acte. Et plus aucune autre puissance ne peut dire que c'est acceptable, parce que l'équation de la dissuasion est rompue. Tant que vous n'avez pas franchi cette rivière, tant que vous n'avez pas traversé ce Rubicon, la dissuasion tient encore. Mais une fois que vous le faites, tout change. Je vais vous donner un exemple. Si les États-Unis utilisaient l'arme nucléaire contre l'Iran, l'Iran n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, mais c'est un partenaire stratégique de la Russie. Alors, en utilisant ces armes, les États-Unis enverraient un message clair à Moscou. Nous sommes prêts à les employer. On l'a fait. Vous ne voulez pas vous frotter à nous. La Russie devra réagir. Elle utilisera des armes nucléaires de manière préventive contre l'Europe. C'est garanti, 100% garanti. Si on bombarde l'Iran, la Russie finira par bombarder l'Europe. Il y a déjà des gens qui en parlent. Et si ça arrive, même si on ne s'est pas bombardé directement, le processus d'échange aura commencé. Et une fois qu'on utilise l'arme nucléaire, on ne peut plus revenir en arrière. Ça va continuer encore et encore jusqu'à ce qu'on arrive, bam, à un échange nucléaire total. On sera tous morts. C'est ça la faute de raisonnement de Karaganov. On ne peut pas contrôler l'usage des armes nucléaires. Une fois qu'elles sont utilisées, à notre époque, elles continueront de l'être par ceux qui les possèdent, parce qu'on pense pouvoir s'en tirer,
jusqu'au moment où on ne s'en tire plus et où tout le monde meurt. Mais voilà où nous en sommes. Il y a un vrai changement. Vous avez raison de remarquer cette évolution dans la situation. Moi aussi, je l'ai remarqué. J'ai d'ailleurs écrit un article intitulé « Réflexion sur une journée » à propos du jour de la victoire. Vous savez, à l'approche de cette commémoration, la 81e célébration de la défaite de l'Allemagne nazie par les Alliés, on constate que de nos jours, seule la Russie semble encore la célébrer. Les États-Unis, le Royaume-Uni et les autres préfèrent faire comme si la Russie n'avait pas joué le rôle principal dans la défaite de l'Allemagne nazie. Ils ont complètement oublié cette victoire, parce qu'ils ont accepté, ou plutôt réaccepté, une Allemagne qui se redresse aujourd'hui comme un nouveau Troisième Reich moderne. Je veux dire, quand l'Allemagne parle de construire la plus grande armée d'Europe et de marcher contre les Russes, ça devrait quand même alerter les gens. Parce que les 2 dernières fois que l'Allemagne a essayé ça, ça s'est pas bien terminé. La dernière fois, ça a vraiment très mal tourné. Et cette fois-ci, ça ne se passera pas mieux. On ne devrait pas encourager ce genre de comportement. On devrait faire tout ce qu'on peut pour empêcher ce type d'attitude de la part de l'Europe. Mais vous savez, les États-Unis ne vont pas soutenir l'Europe dans une grande guerre contre la Russie. La Russie, elle, comprend qu'elle doit intimider l'Europe, qu'elle doit la terroriser, et elle le fera, mais pas avec des armes nucléaires. Elle doit utiliser un autre type d'armes. Moi, je prends l'exemple de l'Iran. L'Iran vient de vaincre les États-Unis et Israël, 2 puissances dotées de l'arme nucléaire, simplement en utilisant des missiles conventionnels. La Russie a l'Iskander, et je dirais que c'est une meilleure option utiliser l'Iskander contre ses cibles. Mais l'Europe a fait des choses très dangereuses. Elle a construit des armes de frappe à longue portée, en toute sécurité sur son propre territoire, à l'abri d'une attaque russe, et elle remet ses armes aux Ukrainiens avec des renseignements pour frapper la profondeur stratégique de la Russie. Pour la Russie, c'est une situation intenable. Nous vivons donc une période très dangereuse. Comme je l'ai dit, le jour de la victoire, j'ai perçu ce nouveau sentiment. Il n'y a pas seulement l'interview de Karaganov, qu'il a donné le 6 mai, mais aussi, le 7 mai, Dmitri Medvedev, l'ancien président, ancien Premier ministre, aujourd'hui vice-président du Conseil de sécurité nationale, a publié un article sur RT où il exprimait à peu près la même idée, qu'il est temps de faire disparaître l'Europe, si elle veut continuer à jouer à ce jeu-là. Vous écoutez le discours de Vladimir Poutine. Vous écoutez aussi celui de l'ambassadeur de Russie lors de la réception à l'ambassade. C'est très sombre. Je veux dire, toute la réception n'avait rien à voir avec une recherche d'accord ou de solutions négociées à ce conflit. Tout tournait autour d'une reddition sans condition de la part des Ukrainiens, en référence à la reddition sans condition de l'Allemagne nazie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et regardez ce qui s'est passé hier ou avant-hier. Plus de 1500 drones ont été tirés sur l'Ukraine. Le précédent record, c'était quoi? 400, 500? 1500 cette fois. Et ça va continuer. Les Russes ont menacé l'Ukraine. Ils ont dit, si vous attaquez Moscou avec des drones le jour de la victoire, nous raserons Kiev. Et ils ont effectivement envoyé 5 avertissements. Ça veut dire que la Russie va frapper Kiev. Parce que regardez, le mois prochain, c'est le Forum économique international de Saint-Pétersbourg. L'Ukraine a déjà utilisé le corridor baltique pour viser des cibles à Saint-Pétersbourg et autour. La Russie va dire, vous ne pouvez plus jamais frapper Saint-Pétersbourg. Et si c'est violé, la Russie ripostera. L'Ukraine parle déjà d'une réponse. Je peux vous garantir qu'à un moment donné, l'Ukraine va franchir la ligne et la Russie va détruire Kiev, puis Lvov. Et ce sera la fin de l'Ukraine. Je pense que cette année, la Russie va dire « on va briser la colonne vertébrale de l'Ukraine et celle de l'Europe ».
C'est une situation vraiment, vraiment dangereuse. Pour ceux qui l'auraient manqué, je veux vous montrer un extrait de l'interview avec Glenn Deason et Kirill Gonov, parce qu'il dit des choses très importantes sur lesquelles j'aimerais avoir une réaction précise. Allez-y, lancez la vidéo. Nous avons retrouvé notre âme et notre honneur. Nous avons recommencé à valoriser les personnes qui comptent vraiment dans notre société, les élites méritocratiques, les chercheurs, les médecins, les officiers, et le pays devient plus sain. Mais pour cela, nous payons un prix bien trop lourd, avec trop de morts. Alors mon conseil à mon gouvernement, c'est qu'il faut mettre fin à cette guerre, au moins en Europe, en montant d'un cran dans l'escalade. D'abord, frapper avec des armes conventionnelles sur des cibles symboliques ou logistiques sur le sol européen. Nous n'avons besoin d'aucun morceau de l'Europe, vous le comprenez bien. Et ensuite, s'ils ne cèdent pas, il faudrait poursuivre avec des frappes nucléaires relativement massives, tout en proposant bien sûr une forme d'ultimatum. S'ils ne cèdent toujours pas, alors certains pays d'Europe devraient périr. Vous savez, il y a plusieurs points là-dedans sur lesquels j'aimerais avoir votre avis pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la Russie. D'abord, il a dit « On a en quelque sorte retrouvé notre âme. On est dans une meilleure situation, mais on paie ce prix avec trop de vies humaines. » Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi entendu d'autres sources que j'ai en Russie. Elles disent qu'il y a une colère grandissante, en fait, contre Poutine, parce qu'il n'a pas frappé plus fort plus tôt et qu'il n'a pas gagné cette guerre avant. Apparemment, il y a beaucoup de pression sur lui, y compris de la part de certains soldats, mais aussi de responsables à des niveaux plus élevés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Écoutez, il y aura toujours de la frustration, à n'importe quel moment. Je veux dire, vous avez été dans l'armée. Vous savez bien que même quand on gagne, le simple soldat va toujours râler pour quelque chose. C'est normal. Donc il y aura toujours ça. Et puis vous savez, en Russie aujourd'hui, on dit souvent qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Mais en réalité, il y en a, et dans une large mesure. Il existe une catégorie de gens, les blogueurs militaires, qui ont fait de leur activité un moyen de vivre en exploitant le côté négatif de la société russe. La Russie a un côté négatif, tout comme nous. Il y a toujours des gens qui veulent que le gouvernement en fasse plus ou qu'il fasse mieux. Et puis, il y a les stratèges de salon, tout un groupe de blogueurs militaires qui n'ont jamais servi, ou pas de manière pertinente, et qui ne savent rien du sujet dont ils parlent. Mais ils s'expriment avec beaucoup d'émotion sur cette guerre. Ce sont les mêmes qui ont soutenu Prigojine lors de la marche de Wagner sur Moscou, en pensant que c'était une bonne idée. Ce n'en était pas une. C'était de la trahison. Et ces gens-là ont aussi tendance à se concentrer uniquement sur le champ de bataille, en oubliant la vision d'ensemble. Ils oublient que, vous savez, la Russie a été soumise à des sanctions très strictes imposées par l'Occident collectif. Elles étaient censées briser l'économie russe. Regardez l'économie russe aujourd'hui. Elle n'est pas brisée. La Russie est en plein essor. Oui, les sanctions commencent à faire mal, mais elles n'ont pas provoqué l'effondrement. Pourquoi? À cause des politiques de Vladimir Poutine. On oublie aussi que la Russie n'est pas entrée en guerre contre l'Ukraine. La Russie a lancé une opération militaire spéciale, très limitée, en portée et en échelle. Elle n'avait pas pour but d'occuper Kiev ou de vaincre Kiev, mais de pousser l'Ukraine à venir à la table des négociations. Moins d'une semaine après le début de cette opération, l'Ukraine s'est assise à la table des négociations. Un mois plus tard, un accord de paix était finalisé. Le communiqué d'Istanbul, que l'Ukraine était prête à signer,
a été abandonnée à cause des États-Unis et du Royaume-Uni, qui ont préféré prolonger le conflit. La Russie a dû s'adapter à cette situation. Mais vous savez, les gens demandent, pourquoi la Russie n'a-t-elle pas mobilisé plus tôt? Comment et avec quoi? Vous dites qu'elle aurait dû mobiliser quoi, en avril 2022? Vous êtes assez malin pour me dire comment l'économie russe aurait réagi. Comment elle aurait encaissé la mobilisation de 300 000 hommes? La vérité, c'est que personne n'en savait rien. Vladimir Poutine non plus. Ses conseillers économiques lui disaient encore que les sanctions pouvaient provoquer une contraction de 20% de l'économie russe. Et face à ça, comment on s'adapte? Il a donc dû jouer la carte de la patience. Ce n'est qu'au moment où les États-Unis ont injecté 50 milliards de dollars, où l'OTAN a réentraîné et reconstruit l'armée ukrainienne, et où ils ont fait venir des dizaines de milliers de mercenaires, qu'ils ont lancé une attaque surprise contre l'armée russe, qui commençait déjà à se retirer conformément à l'accord de paix. Les gens oublient ça. La Russie avait fait un geste de bonne foi. Vladimir Poutine vient d'admettre quelque chose. Emmanuel Macron l'a appelé et lui a dit « Tu ne peux pas t'attendre à ce que l'Ukraine signe l'accord ». Autrement dit, Macron, le président français, a expliqué que l'Ukraine était prête à signer, mais qu'elle ne le ferait pas avec un pistolet sur la tempe. Et Poutine a répondu « D'accord, on va retirer les troupes de Kiev, on va retirer les troupes de Soumy, de Tchernihiv, et on va commencer à retirer les troupes de Kharkiv. » Et puis la France et tous les autres ont encore une fois poignardé la Russie dans le dos, avec cette offensive à l'automne qui a repris ses territoires. La Russie a dû s'adapter à ça. C'est à ce moment-là qu'ils ont lancé la mobilisation. Mais à cette époque, l'économie s'était déjà stabilisée. On ne parlait que d'une contraction de 2 à 4%, et ensuite c'est même devenu de la croissance. C'est ça, le génie de Vladimir Poutine, dont tous ses détracteurs ne parlent jamais. Il ne parle pas de la façon dont il a préservé l'économie russe. Il ne parle pas non plus de la manière dont il a maintenu la position diplomatique de la Russie dans le monde. Si la Russie avait frappé plus fort dès le départ, la Chine ne soutiendrait peut-être pas la Russie aujourd'hui. L'Iran ne serait peut-être pas non plus aligné avec elle. Vladimir Poutine a agi de façon très pragmatique, très responsable, et il a su gérer cette situation avec une grande efficacité. Peut-être pas jusqu'à la soif de sang de ceux qui ne se battent pas, mais qui veulent quand même en finir avec l'ennemi en envoyant d'autres à leur place. Vous savez, les pertes russes sont faibles comparées à celles des Ukrainiens. En ce moment, les Ukrainiens ont changé de modèle. Ils recrutent et forment presque exclusivement des opérateurs de drones. La guerre est donc devenue une guerre centrée sur les drones. Et ça a obligé les Russes à s'adapter. Mais les Russes sont en train de l'emporter. L'idée, avancée par Marco Rubio, selon laquelle les Russes perdraient entre 50 et 20 000 soldats par mois, c'est du grand n'importe quoi. Il n'y a rien de vrai là-dedans, même pas de près. Cela dit, les Russes subissent bien des pertes. Vous savez, au Vietnam, nous perdions environ 200 morts par semaine, et c'était déjà terrible pour nous. Ça a brisé notre pays. Les Russes, eux, perdent peut-être plus d'une centaine de soldats par jour. C'est une guerre extrêmement sanglante. C'est un combat intense. Et c'est là que certains disent « il faut arrêter ça. Il faut arrêter de verser le sang. » On a la capacité de transformer ce conflit. Mais dans quel but? Parce que ces gens-là ne parlent pas des conséquences d'une guerre avec l'Europe. Ils ne parlent pas de ce qui se passe si on pousse l'Europe à envoyer des troupes au sol. Là, le conflit s'élargit. Davantage de Russes meurent. Poutine a travaillé pour éviter cette possibilité. Mais l'Europe a rendu ça impossible. Et maintenant, le gouvernement russe reconnaît enfin non pas ce qu'on savait autrefois, parce qu'à l'époque, la Russie gérait encore ce problème. Mais aujourd'hui, l'Europe a franchi la ligne.
Elle a créé un refuge sûr où des drones peuvent être produits sans que la Russie puisse les intercepter. Ces drones, avec le soutien du renseignement, sont fournis aux Ukrainiens pour frapper la profondeur stratégique de la Russie. Et cela commence à avoir un impact sur la sécurité russe. C'est une situation intenable. Et maintenant, on voit beaucoup de blogueurs militaires et d'autres personnes dire « on avait raison, on avait raison ». Bon, même une horloge arrêtée donne la bonne heure 2 fois par jour, parfois 2 fois par mois, selon à quel point elle est lente. Mais au fond, ce que je veux dire, c'est que, voilà, ils sont là. Ils ont raison de dire qu'il faut un changement. Mais le moment pour ce changement, ce n'était pas il y a 1 an ou 2, quand ils étaient en pleine croissance, parce que Poutine gérait le problème de manière efficace. Le moment du changement, c'est maintenant, parce que la situation a évolué. Et les Russes ne peuvent tout simplement pas permettre à l'Europe, premièrement, d'exprimer ouvertement des préparatifs de guerre. N'oubliez jamais ça. L'Europe en ce moment parle clairement de préparatifs de guerre. Nous, en tant qu'Américains, nous ne tolérerions pas ça. Absolument pas. Si la Chine disait « nous nous préparons à une guerre contre les États-Unis en 2030 » et qu'on voyait des préparatifs concrets, on ne resterait pas les bras croisés en disant « ce n'est pas grave ». On dirait non, vous voulez la guerre. Très bien, faisons-le maintenant. Accélérons le processus, parce que pour l'instant, c'est nous qui avons l'avantage. On ne va pas attendre que vous en accumuliez contre nous. On sait très bien que c'est ce qui se passe. L'Europe parle ouvertement et même plaide pour une guerre contre la Russie en 2029-2030. Et puis il y a à nouveau cette dynamique de nucléarisation des forces européennes, ce qui est inacceptable pour la Russie. L'Allemagne parle même d'acquérir des armes nucléaires. En gros, la Russie a décidé que ça, littéralement, ne continuerait pas. Ce n'est pas une orientation politique viable, ni une direction soutenable de la part de l'Europe. Et c'est pour ça que je voulais revenir sur le deuxième point que Karaganov a évoqué. Il a dit que nous devrions, et il a précisé, j'ai conseillé au gouvernement, frapper avec des armes conventionnelles plusieurs sites. Et d'après ce que j'entends de certaines personnes qui prétendent être au courant, il s'agirait de cibles militaires ou d'usines d'armement, des drones, des composants de missiles, des moteurs de fusées, et ainsi de suite, situés à l'intérieur de l'Europe. Évidemment, ça déclencherait presque immédiatement l'application de l'article 5, avec toutes les conséquences que ça peut entraîner. Mais le fait qu'il enchaîne aussitôt en disant « et si ça ne les dissuade pas, on passera à une frappe nucléaire ». Enfin, vous avez appelé ça une erreur de raisonnement, et je suis d'accord. C'est une situation extrêmement risquée. Pensez qu'ils peuvent frapper des pays de l'OTAN qui, jusqu'ici, n'ont pas été touchés, et ensuite être prêts à passer directement à l'arme nucléaire, c'est quand même très dangereux. Vous pensez que Poutine serait prêt à aller jusque-là s'il lançait d'abord des frappes conventionnelles? Je pense que Vladimir Poutine a travaillé avec le général Gerasimov et d'autres responsables militaires russes, ainsi qu'avec les services de sécurité nationale, pour élaborer une doctrine nucléaire fondée sur le principe du non-recours en premier à l'arme nucléaire. Et je crois que la réflexion qui a conduit à cette position reste valable aujourd'hui. C'est pour ça que j'appelle ça la faute de Karaganov. Je ne pense pas que la Russie ait quoi que ce soit à gagner en utilisant l'arme nucléaire en premier. Comme je l'ai déjà dit, même si cela ne provoque pas une riposte nucléaire immédiate, on crée un précédent auquel il faudra forcément répondre, et cela finira par une escalade générale et la fin du monde. L'arme nucléaire ne doit jamais être utilisée. Mais l'arsenal nucléaire de la Russie reste un moyen de dissuasion efficace contre toute tentative de la part de l'Europe ou des États-Unis de répondre à une attaque conventionnelle russe par des armes nucléaires.
Mais il faut aussi se rappeler une chose. L'article 5 n'est pas automatique. Je veux dire, ceux qui ont lu l'article 5 de la charte de l'OTAN savent qu'il prévoit des consultations et que des décisions doivent ensuite être prises sur les actions, s'il y en a, à entreprendre. Vous savez, une frappe russe contre l'Europe, aujourd'hui, ce n'est pas une frappe contre l'OTAN. C'est une frappe contre des participants actifs au conflit en Ukraine. Et c'est là que réside le problème. Parce que l'Allemagne agit à l'intérieur de l'Ukraine contre la Russie, directement, en dehors du cadre de l'OTAN. Le Royaume-Uni fait la même chose, et d'autres pays aussi. L'OTAN n'a pas construit ces usines. C'est l'Allemagne qui les a construites. Le Royaume-Uni aussi a construit les siennes. Ces usines ne sont pas couvertes par la protection de l'article 5 parce que ces pays sont engagés dans un conflit armé. Oui, ils sont bel et bien engagés dans un conflit armé. C'est la loi de la guerre. Ils sont en conflit armé contre la Russie. Donc si la Russie riposte de la même manière, eh bien ça ne déclenche pas l'article 5. Et au minimum, beaucoup de pays de l'OTAN diraient « Allemagne, tu l'as cherché, tu nous as pas consultés, tu n'as pas demandé une position commune. Nous n'avons pas soutenu cette décision. Donc, nous ne te soutiendrons pas. » Et les États-Unis seraient les premiers à le dire. Laissez-moi vous poser une question à ce sujet. Je pense que c'est assez clair qu'avec l'attaque des États-Unis contre l'Iran en 2025, avec la capture du chef d'État du Venezuela, avec une violation totale de toutes les lois existantes, on se moque complètement du droit. Donc si on dit « Ah, l'article 5 s'applique parce qu'on l'a décidé », même si nos propres lois et l'article lui-même précisent que c'est en cas d'attaque, pas quand quelqu'un répond à votre attaque, eh bien, ça n'a plus d'importance. Mais la question, c'est que ça semble assez, et je parle ici d'un point de vue conventionnel. Ça semble être un risque assez important pour la Russie de dire, bon, on va s'attaquer à certaines de ces préoccupations pour que vous ressentiez enfin les conséquences de ce que vous faites à nos troupes ici. D'un côté, on peut dire que c'est logique, sans même parler de nationalité. C'est rationnel qu'un camp réagisse, qu'il ne laisse pas indéfiniment l'autre camp tuer ses soldats impunément dans un conflit par procuration. Mais évidemment, c'est un pari risqué. Comment, selon vous, ces risques peuvent-ils être gérés? Et si on part du principe qu'ils ne s'en tiennent pas à l'idée qu'ils ne feraient jamais ça, comment voyez-vous la suite? Eh bien, tout d'abord, je pense que la Russie a compris qu'il y avait un prix à payer pour maintenir cette guerre limitée au territoire ukrainien. Elle s'est engagée dans une guerre d'usure qui dépasse largement le cadre de l'armée ukrainienne. Désormais, il s'agit aussi d'affaiblir le potentiel industriel de défense de l'Occident collectif. Et la Russie y est parvenue, il faut le reconnaître. Mais vous savez, j'étais en Russie en novembre dernier et j'ai interviewé un homme qui siège à la commission de la Douma d'État chargée de la protection des infrastructures énergétiques. En gros, on a discuté de la manière dont la Russie protège son immense réseau énergétique contre les attaques de drones. Et c'était vraiment intéressant. Il a dit oui, les Ukrainiens ont réussi à frapper certaines de nos installations, mais ces frappes ont été, vous savez, limitées et les dégâts sont minimes. On peut réparer ces sites très vite et les remettre en service. Donc au final, la gêne qu'ils subissent, c'est surtout politique. C'est embarrassant, mais Vladimir Poutine a les épaules larges. Écoutez, même un mauvais jour, Vladimir Poutine a 78% de soutien. D'accord? N'importe quel homme politique américain rêverait d'avoir 78% de soutien. Donc même un mauvais jour, c'est 78%. Poutine peut encaisser ça. Le vrai problème maintenant, c'est que les attaques en cours endommagent l'infrastructure énergétique de la Russie. Et ça a un impact réel sur l'économie russe. C'est devenu un problème stratégique pour la Russie.
impossible à tenir sur le long terme. Et donc maintenant, l'équation a changé. C'est là l'erreur des Européens. Ils ont modifié l'équation au point de rendre impossible pour la Russie de ne pas réagir. Ils ont fait monter la tension jusqu'à causer un vrai tort à la Russie. Du coup, les décisions politiques deviennent faciles à prendre parce qu'on se dit, si on ne fait rien, on subit une défaite stratégique. Et la Russie ne se laissera pas infliger une défaite stratégique. Les Européens ont donc rendu inévitable une réaction de la Russie. Alors maintenant, la question n'est plus de savoir si la Russie va réagir. À mon avis, la réponse est oui, elle va le faire. Mais comment? C'est là que se situe le débat en ce moment. Karaganov parle d'une riposte conventionnelle appuyée par le nucléaire. Bon, ça c'est toujours sous-entendu. Mais encore une fois, la doctrine nucléaire russe ne prévoit pas l'usage préventif de l'arme nucléaire. La Russie ne sera pas la première à l'utiliser. Ce que je vois, moi, c'est que la Russie va choisir une poignée de cibles. Et si vous êtes allemand et que vous vivez près de l'usine de Düsseldorf qui fabrique ces drones, partez de là tout de suite. Et si vous êtes britannique et que vous habitez près de l'usine qui produit les F-35, partez aussi, parce que je pense que ces usines vont être détruites. Les forces aérospatiales vont intervenir, pas avec une seule frappe, mais avec une frappe d'envergure, peut-être un régiment par cible et une destruction totale. Comme l'a dit Vladimir Poutine, quand on concentre les capacités aérospatiales, les effets sont comparables à ceux d'une arme nucléaire. On parle donc d'une destruction totale des installations industrielles. Et c'est nécessaire parce qu'on ne peut pas, à la fin d'une frappe, se retrouver avec des gens qui disent « Oui, il y a eu beaucoup de lumière et de bruit, mais pas grand-chose de concret. » Non, il faut que les gens se demandent « Mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» Il faut que le monde entier se dise « Mon Dieu !» Parce que, comme l'a expliqué Karaganov, il faut semer la terreur dans le cœur des populations européennes pour qu'elles comprennent les conséquences des politiques menées par leurs représentants élus. En ce moment, on a des Européens qui se préparent à partir en vacances cet été, comme si leur gouvernement n'était pas en train de se préparer à une guerre mondiale avec la Russie dans quelques années. Vous savez, personne ne pose la question « Pourquoi devons-nous nous battre contre la Russie ?» Et en même temps, c'est assez ironique. Pendant que les militaires disent qu'il faut se préparer à la guerre avec la Russie, les responsables économiques, eux, expliquent qu'il faut se préparer à réintégrer l'énergie russe. Donc les Allemands pensent qu'ils vont réussir à convaincre la Russie de rouvrir les gazoducs pour alimenter leur économie, afin de pouvoir construire une armée capable de combattre la Russie. Les Européens sont complètement à côté de la plaque, vraiment. Mais parfois, des gens qui ne comprennent plus rien ont besoin d'un bon choc pour se réveiller. Et je pense qu'on en est là. La Russie a pris sa décision. Elle attend juste le bon moment, le bon endroit, les bonnes circonstances. Bon, c'est une chose quand ça vient de quelqu'un d'aussi influent que Karaganov, ou de certains youtubeurs, blogueurs, peu importe. Mais c'en est une autre quand les messages commencent à venir directement du Kremlin, de Poutine lui-même. J'aimerais qu'on regarde 2 points ici. D'abord, il y a eu un message hier disant que Poutine faisait une démonstration de force avec un essai de missile puissant, capable de porter une ogive nucléaire. Et puis, à peu près au même moment, il a tenu ses propos. C'est un extrait un peu plus long, mais je l'ai choisi pour une raison importante. On y entend le président Poutine retracer toute une série de problèmes qui, selon lui, remontent à notre retrait du traité ABM. Après le retrait des États-Unis du traité sur les missiles antibalistiques en 2002, nous avons été contraints, et je veux vraiment insister sur ce mot, contraints, de réfléchir à la manière d'assurer notre sécurité stratégique dans les conditions d'une nouvelle réalité,
tout en maintenant l'équilibre stratégique des forces. Nous mettons progressivement en œuvre un programme de développement de nos forces nucléaires en lien avec cette situation. En 2004, nous avons commencé à travailler sur un complexe de missiles intercontinentaux, l'Avant-Garde. Depuis 2019, il est déjà en service opérationnel. Ensuite, nous avons un missile hypersonique aéroporté de moyenne portée, le Kinzhal, qui est en service depuis 2017. Il est déjà utilisé dans le cadre de l'opération militaire spéciale, mais les travaux d'amélioration se poursuivent, notamment pour sa précision avec un équipement non nucléaire. Но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжаются. Depuis 2025, un complexe de missiles terrestres à moyenne portée, appelé Oreshnik, a été mis en service opérationnel. Il peut également être équipé d'ogives nucléaires. À la phase finale, des travaux sont en cours sur 2 complexes dotés de petits moteurs nucléaires, dont fait partie le dispositif sous-marin autonome unique, Poséidon. Il a donc présenté tout un ensemble de nouvelles technologies, avec toutes sortes de capacités différentes. Beaucoup d'entre elles, comme vous l'avez dit, peuvent être conventionnelles ou non nucléaires, un peu comme ce que font les Russes. Quel est, selon vous, le message global et pourquoi pensez-vous qu'il a choisi de faire cette déclaration hier? Eh bien, tout d'abord, ce n'est pas une déclaration nouvelle. En 2016, Vladimir Poutine a rencontré un groupe de journalistes occidentaux et il a dit exactement la même chose. Sauf qu'à l'époque, il avait ajouté « Vos comportements nous poussent dans une direction où nous serons obligés de réagir et il y aura des conséquences au retrait du traité ABM. » Le refus des États-Unis de reprendre le dialogue sur la défense antimissile signifie que la Russie doit maintenant se doter d'un arsenal capable de neutraliser n'importe quel système de défense que les États-Unis et l'Occident collectif pourraient mettre en place. Peut-être que les États-Unis veulent changer de cap. Nous, non. En 2018, il a fait une présentation officielle où il a annoncé que la Russie allait construire toutes ses armes. C'est là qu'il a présenté le concept du Sarmat, celui du Poséidon et celui de l'Avant-Garde, le véhicule de rentrée hypersonique. Il a dit « Voilà la direction que vous prenez ». Il a ajouté « On vous avait prévenu, vous ne nous avez pas écoutés, vous écoutez maintenant ?» Eh bien, manifestement non, puisque nous nous sommes retirés du traité INF. Et la conséquence directe de ce retrait, c'est l'Oreshnik qui est maintenant en place. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la Russie commence à déployer ses armes. Ces systèmes sont arrivés à maturité, ils sont prêts à être mis en service. On voit donc le missile balistique intercontinental Yars équipé de l'Avant-Garde. Vous voyez le missile Poséidon déployé sur un sous-marin spécialement conçu pour lui. Vous voyez aussi le missile Oreshnik déployé. Et puis il y a le Sarmat, le missile balistique intercontinental lourd. Il était important pour la Russie de réussir un test parce que les 2 ou 3 derniers essais du Sarmat avaient échoué. Beaucoup de gens commençaient à dire que la Russie n'était qu'un tigre de papier, qu'elle n'avait rien de concret. Eh bien, le Sarmat vient d'être testé. Et devinez quoi? C'est un vrai changement de donne. On ne peut pas l'intercepter. Un seul Sarmat pourrait détruire toute la côte est des États-Unis. Et ils vont en déployer des régiments entiers. Ce système d'armes peut arriver de n'importe quelle direction. Ce n'est pas un missile balistique classique. Il peut monter en orbite et effectuer ce qu'on appelle un bombardement orbital fractionné, c'est-à-dire qu'il peut faire le tour du monde avant de redescendre depuis n'importe quelle direction. Et l'arme est assez puissante pour quitter une trajectoire balistique normale et suivre une trajectoire plus plate.
Les Russes ont parfaitement maîtrisé la propulsion à moteur fusée solide et le guidage. Ce système-là, on ne peut pas l'abattre. C'est un système invincible. Et c'est littéralement une arme capable de détruire un pays. Un seul Sarmat peut anéantir une nation. Et la Russie va en avoir tout un arsenal. Ce que la Russie a fait, c'est tenir les promesses de Vladimir Poutine. Pas des menaces, des promesses. Souvenez-vous, Poutine disait en 2016, « Je ne veux pas aller dans cette direction. Vous m'y forcez, parce que vous faites des choses qui nous menacent. » En 2018, il a dit « Je suis obligé d'agir. » Mais on aurait pu limiter tout ça avec un bon contrôle des armements. On aurait pu limiter tout ça en étant des médiateurs honnêtes. Mais nous sommes des menteurs, des tricheurs, des voleurs. Nous ne croyons pas aux traités. Nous nous retirons de tous les traités auxquels nous participons et nous mentons sur ceux que nous voulons signer. Nous ne sommes plus un partenaire fiable pour la paix. Alors la Russie déploie les armes nécessaires pour dissuader les États-Unis de toute action irresponsable. C'est ça, la réalité. Mais maintenant, il y a des gens en Russie qui disent « Nous avons fait tous ces investissements et ce n'est pas rien. Ce sont des investissements énormes. » Et ils ajoutent « Maintenant qu'on les a faits, on ne peut pas simplement rester les bras croisés alors que l'Occident agit comme si nous n'utiliserions jamais ces armes. » Et c'est là qu'intervient Karaganov. Il dit « Il est temps d'apprendre à l'Occident que nous avons ces armes et que nous les utiliserons si certaines lignes sont franchies. Et ces lignes, vous les avez déjà franchies. » Encore une fois, si je mets de côté toute question de nationalité ou d'appartenance, et que je regarde ça simplement avec un regard d'analyste militaire, si j'avais été confronté à un soutien ininterrompu d'une coalition d'une cinquantaine de pays qui ne cesse de tuer mes soldats sur la ligne de front, et que maintenant ces pays fournissent en plus des drones à plus longue portée pour frapper les infrastructures de mon pays, sans aucune intention apparente de s'arrêter, et même avec l'annonce qu'ils feront encore plus tard. Alors, ce serait insensé de ne rien faire. Et si je devais envisager une action comme cette frappe conventionnelle, je commencerais, je pense, par poser les bases comme Poutine l'a fait ici, en mettant toutes ses cartes sur la table. Tu veux que j'en utilise un de ceux-là ou pas? Parce que pour moi, c'est exactement ce que je ferais si je me préparais à faire quelque chose. Alors, j'aimerais te poser une question précise. J'ai entendu pas mal d'arguments venant de certains amis proches de la Russie. Ils disent qu'en 1940, c'était déjà assez clair que l'Allemagne finirait par envahir l'Union soviétique. Mais qu'à l'époque, ils n'ont rien fait. Et puis en juin, évidemment, on sait que l'invasion a eu lieu. La question c'est, est-ce que cette idée est présente dans les esprits en Russie aujourd'hui? Est-ce qu'ils se disent, on ne va pas revivre un mois de juin 1940? Cette fois, on va attaquer préventivement, au lieu d'attendre l'attaque. Eh bien, je veux dire, bien sûr, les Russes connaissent leur histoire et ils ne vont pas laisser se reproduire ce qui s'est passé en juin 1941. Le 22 juin 1941, un moment très solennel, enfin, je veux dire 1940. Mais c'est une journée très solennelle en Russie. J'y suis déjà allé, j'ai vu comment les Russes y réagissent. Il n'y a rien de propagandiste là-dedans. C'est réel. Quand les Russes disent qu'il y a 27 millions de regards posés sur eux chaque jour, qui leur disent « Ne trahissez pas le sacrifice que nous avons fait pour vous », ils y croient vraiment. C'est ancré en eux. Peut-être qu'en Amérique, on ne respecte plus les plus de 300 000 personnes mortes pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on a depuis longtemps trahi ce pourquoi elles sont mortes. Mais les Russes, eux, ne trahiront pas les 19 millions de Russes morts pendant la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique, ni les 27 millions de Soviétiques qui ont péri. Alors oui, c'est dans leur esprit,
et ils ne se laisseront pas entraîner à revivre ça. Mais l'idée qu'ils vont faire une frappe préventive, je pense qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas une préemption. La Russie a été attaquée. Votkinsk, l'usine qui fabrique les Yars, les Topolem, les Yarsnik, enfin, comment s'appelle déjà cette autre usine? Celle des missiles à propergol solide pour sous-marins. Le nom m'échappe, ça commence par un B. Bref, elle a été attaquée par un missile Flamingo. 6 missiles ont été tirés sur Votkinsk, 5 ont été abattus. Un a touché l'atelier numéro 19, un atelier essentiel dans la production de missiles balistiques. Qu'est-ce qu'on ferait, nous, si un missile frappait l'une de nos la principale usine de production de missiles balistiques aux États-Unis? On resterait là à dire « Oh, ce n'est pas grave », et c'était pas n'importe quel missile. C'était un missile fabriqué par les Britanniques, avec un système de guidage fourni par les Allemands, et des renseignements transmis par l'OTAN pour contourner les défenses aériennes et frapper cette cible précise, une installation industrielle stratégique située à plus de 1000 km de la ligne de front, au pied de l'Oural. J'y ai travaillé. Je connais l'importance de ce site. La Russie ne peut pas laisser faire ça. Alors, certains disent, oui, mais la Russie frappe aussi des installations en Ukraine et tout le reste. Eh bien, vous savez quoi? La Russie ne cherchait pas à éradiquer le patrimoine culturel de l'Ukraine non plus. Ce sont les Ukrainiens qui, enfin, on a Anthony Blinken qui l'a reconnu très clairement. On armait les Ukrainiens à l'automne 2021 pour qu'ils puissent lancer une frappe préventive contre le Donbass au printemps 2022. Si, son gars, c'est pour cette raison qu'ils ont lancé l'opération militaire spéciale pour prévenir cette attaque. À l'époque, tout le monde disait « c'est de la propagande ». Non, c'était un fait établi. 60 000 soldats ukrainiens, formés par l'OTAN, se massaient à la frontière du Donbass, prêts à frapper Donetsk et Lugansk pour mettre fin à la volonté séparatiste de ces régions. Ce sont des civils russes que les Ukrainiens ont qualifiés de terroristes. Et la Russie n'allait pas rester les bras croisés et laisser faire. C'est ça qui a déclenché ce conflit. Quand l'Ukraine a décidé d'envenimer la situation, la Russie a réagi à temps. Maintenant, l'Ukraine a encore intensifié les hostilités avec l'aide de l'OTAN. La Russie va retirer l'Ukraine de l'échiquier. C'est ce qui va se passer. Il y a des gens aux États-Unis, et j'en ai parlé avec plusieurs récemment, qui en fait ne prêtent pas vraiment attention à ce qui se passe dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, parce qu'ils disent que c'est une impasse. La ligne de front n'a presque pas bougé depuis 2 ans et demi, 3 ans, parce que c'est tout ce que la Russie est capable de faire. Ils n'ont pas fait plus, tout simplement parce qu'ils ne le peuvent pas. Donc, si on veut juste les laisser continuer à user leurs troupes jusqu'à un certain point, peu importe lequel, très bien, ça restera contenu. Mais vous dites que c'est une mauvaise lecture de la situation, et on peut se demander ce qui devrait se passer. J'ai 2 questions à ce sujet. Commençons par la première. Qu'est-ce qui devrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait, en théorie, je sais que vous ne participez pas aux décisions, mais qu'est-ce qui pourrait, théoriquement, déclencher cette prochaine attaque, quelque chose qui viserait un pays occidental? C'est déjà enclenché. Les décisions ont été prises. Donc maintenant, c'est juste une question de timing. En clair, ce que les Russes regardent aujourd'hui, c'est à quel moment ils vont lancer cette action, et je pense qu'ils vont la lancer. Mais sont-ils prêts pour la suite? Je voudrais aussi remettre quelques éléments en perspective. Quand le conflit a commencé, l'armée russe comptait 900 000 hommes. À un moment, en 2023, la Russie a augmenté la taille de son armée à 1 600 000. Donc vous voyez, ça fait 700 000 de plus. Alors, quand on parle de l'industrie de défense russe, il faut comprendre que les Russes ne fabriquent pas seulement des armes pour la guerre actuelle.
une guerre d'usure qui consomme énormément de matériel, mais qu'ils le font aussi pour constituer une armée supplémentaire de 700 000 hommes, une véritable expansion militaire. C'est pour ça que ça me fait sourire quand les Allemands disent « On va construire une armée de 300 000 hommes ». Eh bien, les Russes sont vraiment inquiets à ce sujet. Mais maintenant, ils sont allés encore plus loin. 2 200 000. Vous le savez, colonel, quand on a un soldat, ce soldat a besoin d'infrastructures. Il a besoin d'équipements. Il ne suffit pas d'un simple pactage de base. Il faut aussi toutes les munitions nécessaires pour faire face à n'importe quelle situation. La Russie a construit tout cela. Les gens sont tellement ignorants à propos de la Russie en ce moment parce qu'ils se concentrent uniquement sur ce qui se passe dans l'opération militaire spéciale, sans comprendre que juste de l'autre côté de la frontière finlandaise, dans le nouveau district militaire de Saint-Pétersbourg, il y a un corps d'armée russe de 70 000 hommes, créé de toutes pièces, entièrement équipé et prêt à faire la guerre à l'OTAN. Et l'OTAN, elle, n'est pas prête pour ça. Les Russes ont renforcé leurs forces, ils ont développé leur armée et mis en place la logistique nécessaire pour la soutenir, tout en menant cette guerre majeure. Sur le plan de l'industrie de défense, les Russes nous ont clairement dépassés. Donc la Russie est prête. Mais vous savez, il y a aussi des considérations économiques. Vladimir Poutine est un stratège. Il ne lance rien avant d'être sûr que tout est parfaitement en place. Alors, quand les Russes auront tout préparé, et il y a en ce moment beaucoup de réunions en Russie, eh bien la Russie fera ce qu'elle doit faire, à moins qu'il n'y ait un changement d'attitude du côté de l'Europe. Et vous savez, ce que les Russes comprennent très bien, c'est qu'aucun des dirigeants qui tiennent aujourd'hui ce discours agressif n'a d'avenir politique. Merz ne gagnera pas les prochaines élections législatives. Macron, lui, s'en va en 2027, peut-être même avant. Et Keir Starmer, franchement, c'est une blague. Son parti vient de s'effondrer. Les sondages parlent déjà de le remplacer. Et puis aucune armée ne fonctionne. Les Britanniques eux-mêmes disent qu'ils ne pourront pas acheter de nouveaux équipements avant 2030. Ils n'ont plus rien. Alors oubliez l'armée britannique. Elle a toujours été une plaisanterie. On pourrait remplir un stade de foot moderne. Vous savez, on se prépare pour la Coupe du Monde. L'un de ces stades va accueillir un match. Eh bien, on pourrait y mettre toute l'armée britannique et il resterait encore 30 000 places invendues. C'est dire à quel point c'est risible. Oubliez les Britanniques. Les Français, eux, ne peuvent pas déployer plus de 7 000 soldats à la fois. Ils n'ont pas la capacité de transport aérien et aucune logistique durable. Donc, eux aussi, c'est une blague. Et ils ne peuvent pas se renforcer parce que leur économie ne fonctionne pas. C'est pour ça que leurs gouvernements se sont effondrés à plusieurs reprises à cause de problèmes budgétaires. Et là, on voudrait nous faire croire qu'ils vont sacrifier les retraites et les compensations des travailleurs pour construire une armée, pour une guerre qui n'a même pas lieu d'être. Donc, eux, c'est fini. Et ensuite, il y a les Allemands. Ils ont mis 111 milliards d'euros dans un fonds de réarmement et ils peuvent même pas dire ce qu'ils ont construit avec. 111 milliards d'euros versés dans ce fonds en 2022 et ils n'ont rien à montrer parce que leur armée est tellement en ruine, tellement fondamentalement cassée que c'est juste un gouffre à argent. Et ils continuent d'y verser des milliards. Les Allemands ne peuvent rien faire. Ils ont mobilisé cette brigade qui part en Lituanie. Toujours une mauvaise idée d'avoir une brigade allemande en Lituanie face aux Russes. Mais bon, je suis juste un historien. Qu'est-ce que j'en sais? Ils ne sont même pas capables de compter cette brigade. Ouais. Je veux dire, environ 5 000, mais ce n'est même pas une unité complète.
Vous savez, cette brigade compte 3 bataillons. L'un d'eux est un bataillon mixte de l'OTAN et les 2 autres sont allemands. Un bataillon blindé et un bataillon d'infanterie mécanisée. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les véhicules pour ces bataillons. Et l'industrie allemande ne peut pas les construire parce que les aciéries allemandes ne produisent plus le blindage. Elles ne peuvent plus se le permettre à cause du prix du gaz. Elles sont à l'arrêt. Du coup, les Allemands doivent acheter les plaques d'acier aux Suédois. Mais tout le monde en ce moment essaye d'acheter ces plaques d'acier aux Suédois. Donc il y a un retard énorme. Voilà la réalité. Une réalité à laquelle l'Europe ne peut absolument rien faire. D'accord. Alors, laissez-moi vous poser une question de suivi. Ce que vous dites jusqu'ici est profond. C'est bouleversant et personne n'en parle. La logique est très solide, mais je n'ai entendu personne dire, en gros, que la décision était déjà prise, qu'ils ne cherchent plus qu'à la mettre en œuvre, sauf s'il y a un changement du côté occidental. C'était d'ailleurs ma deuxième question. Parce que si, maintenant, je me mets dans la peau d'un militaire occidental, je me dis, très bien, regardons la réalité, comme vous venez de le décrire sur le terrain. Depuis plus de 4 ans, nous avons fourni des dizaines de milliers de véhicules de combat et d'autres types d'équipements à l'Ukraine. Et ils ont utilisé des milliers et des milliers de missiles longue portée. Je veux dire, tout y passe. Des missiles intercepteurs et en quantité énorme. Et puis bien sûr, on vient encore de tout brûler avec une autre grosse opération en Iran. Les États-Unis ont vidé leur stock. Du coup, on n'a plus rien à donner à nos alliés européens. Eux non plus n'en ont pas assez. Leur capacité industrielle ne peut presque rien produire. Donc si la Russie fait ce que vous dites, on se retrouve les mains vides. On ne peut quasiment rien faire. À moins de devenir imprudent et de dire non, on va tirer quelques missiles en retour et frapper quelque chose à l'intérieur de la Russie. Ce qui, à mon avis, renforcerait les idées de Karaganov et de ceux qui pensent comme lui. C'est une situation vraiment, vraiment dangereuse. Comment vous voyez les choses évoluer? Eh bien, c'est très dangereux. Laissez-moi juste, encore une fois, si vous voulez, parlons chiffres. Les Russes ont construit une usine de Shahed près de Kazan. Le Shahed, c'est le Shahed 136, le drone en forme de triangle, de type Delta, qu'on voit partout. Je ne devrais pas utiliser de grands mots quand je ne les prononce pas bien. Mon cerveau les disait, mais ma bouche trébuchait. Bref, il est très utilisé. C'est comme ça qu'un marine parle. Ils en utilisent énormément. Donc la capacité de production, il y a quelques années, c'était 1000 par jour. L'utilisation maximale des drones, jusqu'à ce moment-là, c'était 250, 300 par jour. Ce qui veut dire que la Russie en stockait environ 700, 750 chaque jour. Aujourd'hui, la taille de cette installation a triplé. Et ils ne produisent plus seulement des 136, ils construisent aussi de nouvelles versions à réaction. Le Geran, qu'on appelle le géranium, existe maintenant en version 2, 3, 4, 5, 6. Le 6, en gros, ressemble à une fusée de type V2, et les Russes en sortent à la chaîne. Ils en font des stocks. L'autre jour, les Russes ont montré qu'ils pouvaient saturer l'espace aérien ukrainien. 1500 lancements en une seule journée. Ils peuvent encore augmenter cette capacité de tir. Ils peuvent littéralement obscurcir le ciel de l'Europe. Et l'Europe n'a pas de défense aérienne. Je le répète, l'Europe n'a pas de défense aérienne. Aujourd'hui, il n'y a aucune défense aérienne en Europe. Les Allemands le savent. Ils ont demandé « Que peut-on faire pour empêcher une attaque russe contre l'Allemagne ?» La réponse, c'est rien. Il n'y a rien à faire. Parce que vous n'avez rien. Vous n'avez littéralement aucune capacité de défense aérienne. La Russie peut plonger le ciel de l'Europe dans l'obscurité avec des drones. Encore une fois, s'ils veulent envoyer 3000 drones par jour au-dessus de l'Europe, vous savez, je viens de vous dire quelle est leur capacité. Ils en produisent environ 700 par jour.
Donc en 10 jours, ça fait 7 000. En un mois, 21 000. Et ça fait maintenant quelques années que ça dure. Les Russes seront donc capables de maintenir une attaque de 3 000 drones par jour contre un continent incapable de se défendre pendant plusieurs mois. Ce qui veut dire qu'ils raseront littéralement tout. L'Europe ne peut rien y faire. Nous devons maintenant reconnaître un fait. Les missiles Oreshnik et d'autres missiles à longue portée existent parce que les États-Unis, dans leur stupidité, se sont retirés du traité INF. Et maintenant, les Russes ont réagi. Ce n'est pas seulement l'Oreshnik qu'ils possèdent. Ils ont aussi un Oreshnik 2.0, dont personne ne parle pour l'instant, une version améliorée de l'Oreshnik. Ils ont également l'Iskander-K, une variante à longue portée du missile Iskander. Cela veut dire que la Russie pourra tirer des centaines de ces missiles chaque jour sur des cibles stratégiques, des avions, des bunkers, et ainsi de suite. L'Europe est sans défense. Il n'y a rien que l'Europe puisse faire pour se protéger. C'est ma façon de dire aux Européens, taisez-vous, vous allez perdre. Vous n'avez rien, vous n'avez aucune capacité pour contrer ça. Les Américains n'en avaient pas assez. Même si on avait gardé toutes nos armes, on ne pourrait pas rivaliser avec les Russes. Frappe pour frappe. Et aujourd'hui, on n'a plus rien. Écoutez ce qu'ils disent au Congrès. Nous avons épuisé nos armes à longue portée. L'Europe n'a aucune capacité en armes à longue portée. Et même si elle en avait, elle ne pourrait pas résister aux frappes répétées qui viendraient détruire les infrastructures nécessaires pour déployer cette capacité. Donc, c'est plié. Les Russes ont déjà gagné cette guerre. Ce qu'il faut maintenant, c'est que l'Europe reconnaisse cette réalité et qu'elle admette la stupidité qu'il y a à vouloir, littéralement, pousser vers une guerre. Deux questions. D'abord, que répondez-vous à ceux qui disent que la Russie ne ferait jamais ça? Qu'elle ne franchirait pas la ligne parce qu'elle sait qu'on a l'article 5 et qu'on possède l'arme nucléaire. Que si elle s'engageait sur cette voie, ce serait l'Armageddon nucléaire et qu'elle perdrait. Donc selon eux, elle ne le ferait jamais. Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous êtes en train de me dire que les États-Unis ont décidé d'utiliser des armes nucléaires de manière préventive dans un contexte non nucléaire. Non. Ce que je dis, c'est qu'ils ne lanceraient même pas ces nuées de drones et d'aéronefs sans pilote. Parce qu'ils savent, les Russes le savent, que nous répondrions alors avec des armes nucléaires. Donc, ils n'iraient jamais aussi loin. Nous ne répondrions pas avec des armes nucléaires. Nous l'avons déjà dit, nous ne répondrions pas avec des armes nucléaires. Vous savez, pendant l'administration Biden, nous avions précisé que si la Russie utilisait une arme nucléaire contre l'Ukraine, nous réagirions de manière non nucléaire, avec des armes à longue portée, que nous n'avons d'ailleurs plus, soit dit en passant. Donc non, nous n'allons pas répondre avec des armes nucléaires. Si la Russie lançait une attaque conventionnelle contre l'Europe, eh bien il faudrait répondre de façon conventionnelle. Et pour l'instant, nous n'en avons pas les moyens. Et il n'est pas question que l'Europe se suicide. Que ferait l'Europe selon vous? Vous imaginez la discussion à Paris au moment de prendre une décision? Oh, Monsieur le Président, bon, je ne vais pas essayer de prendre l'accent français. Mais la France gagne. La France gagne. Ça, on l'entend pas tous les jours. Santé. Alors, ils lancent une attaque de drone contre l'Allemagne. Les Français se réunissent. Ils demandent quelles armes ont-ils utilisées? Un tas de Shahed, quelques modèles russes. Quelle est notre réponse? On va lancer 2 ogives nucléaires depuis un sous-marin. Monsieur le Président, au moment où le sous-marin tire, les Russes vont nous frapper avec 2% de leur arsenal nucléaire et toute la France disparaîtra. Parce que c'est exactement la discussion qu'on aura à Londres, à Paris, partout. Dès qu'on répond avec quelque chose qui ressemble à une arme nucléaire, les Russes ont dit qu'ils ne seraient pas les premiers à tirer quoi que ce soit.
Mais nous, on ne sera pas les premiers à tirer. Autrement dit, si les Russes détectent un lancement, ils vont riposter avec tout ce qu'ils ont. Alors, mettez-vous à la place d'un décideur français. Vous allez vraiment prendre cette décision. Surtout si quelqu'un dans vos services de renseignement vous dit « Eh bien, les Allemands l'ont un peu cherché, chef. » Vous savez, on vous a prévenu des conséquences de fabriquer des armes pour les Ukrainiens, de les leur livrer, de leur fournir du renseignement. Les Russes n'allaient pas rester les bras croisés indéfiniment. Donc la Russie a réagi avec des armes conventionnelles. Et nous, on n'a aucun moyen de répondre de façon conventionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Monsieur le Président? Vous voulez qu'on se suicide? Vous voulez lancer une bombe nucléaire contre la Russie, et la Russie tuerait tout le monde ici et dans toute l'Europe? Vous voulez vraiment ça, Monsieur le Président? La réponse, c'est non. L'Europe ne fera rien et les Russes le savent très bien. Vous voulez savoir pourquoi ils le savent? Parce que le renseignement russe est sacrément efficace. Et si vous pensez que les Russes n'ont pas déjà recruté des gens à l'intérieur même des cercles de décision, dans une France complètement éclatée, eh bien la France, aujourd'hui, c'est l'endroit le plus facile pour recruter un politicien. Il y a des divisions politiques partout. L'Angleterre, c'est le deuxième endroit le plus facile. Et l'Allemagne? La Russie contrôle l'Allemagne, du moins en ce qui concerne la prise de décision interne. La Russie a des agents de renseignement un peu partout en Europe et ils savent exactement ce que l'Europe pense. Donc je ne crois pas que les Russes, je pense que Vladimir Poutine est un dirigeant national très bien informé et qu'il a été pragmatique pour une raison précise. S'il n'a pas cherché à étendre ce conflit, c'est parce qu'il était confiant dans le résultat. Mais maintenant, l'Europe a franchi des lignes rouges. Elle a donné à l'Ukraine les moyens de vraiment nuire à la Russie. Alors, la Russie va retirer l'Ukraine du jeu et punir l'Europe, parce qu'elle ne peut pas rester les bras croisés et laisser croire à l'Europe qu'elle peut se construire une armée capable d'affronter la Russie d'ici 2029 ou 2030. À mon avis, la décision est déjà prise. Est-ce que quelqu'un en Russie, même des blogueurs ou d'autres personnes, a dit publiquement qu'en gros, la ligne rouge avait été franchie et que ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'une cible en Europe soit touchée? Je ne pense pas que les gens en Russie osent parler au nom de Vladimir Poutine. C'est une décision que seul Vladimir Poutine peut prendre. Il y a des personnes qui disent qu'il faudrait le faire, mais personne ne va parler de décision politique. C'est simplement comme ça que fonctionne la Russie. Et qu'est-ce qui vous pousse à faire une affirmation aussi sûre? Parce que c'est vraiment bouleversant. Parce que j'étudie la Russie depuis toute ma vie d'adulte. Et je sais quelque chose sur les Russes. Pour eux, les mots comptent. Tout ce que les Russes disent a de l'importance. Chaque mot compte. Les Russes ne choisissent pas leurs mots à la légère, surtout ceux qui travaillent pour le gouvernement. Et comme vous l'avez souligné, il y a un vrai changement dans le ton de la direction russe. Je ne parle pas couramment le russe. Je le massacre presque autant que l'anglais, d'ailleurs. Mais je connais des gens qui, eux, le parlent parfaitement. Ray McGovern, que vous connaissez très bien, je crois, est un analyste chevronné de la Russie et il parle le russe couramment. Et lui, il ne se contente pas de lire les traductions ou les interprétations comme moi. Il saisit les mots russes exacts. Vous savez, les Russes peuvent utiliser différents mots pour dire la même chose, et selon les mots qu'ils choisissent, le sens change. Ray McGovern, lui, écoute attentivement les mots employés par les Russes, leur langage très précis. Et je pense que les Russes ont resserré leur langage, affiné leur communication. Mais le problème, c'est qu'en Occident, on n'a pas assez de gens formés pour comprendre le message que la Russie essaie de faire passer.
en lisant tout ça, et je ne me vante pas, j'ai fait toute ma vie d'adulte des analyses prédictives en reliant les points entre eux, et la grande majorité du temps, j'ai eu raison. Et quand je me suis trompé, c'est simplement parce que certains, enfin, vous voyez, par exemple, j'aime lire vos commentaires. Vous aviez dit qu'ils allaient prendre Kiev en 3 jours. En fait, j'avais dit 7 jours. Mais il se trouve que je partageais l'évaluation du chef d'état-major interarmé et du directeur de la CIA. Tous pensaient que quand la Russie franchirait la frontière, ce serait pour frapper fort, que ce serait une invasion militaire à grande échelle. Je me suis trompé. Personne n'avait prévu l'opération militaire spéciale. Il n'y a pas une seule personne qui puisse dire « Moi, je savais que c'était une opération militaire spéciale ». Et quand la Russie a annoncé que c'en était une, aucun de ces gens n'a rien dit. Je sais ce que ça veut dire. Personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Et depuis ce moment-là, on évalue la situation sur la base d'informations incomplètes. Mais il y a une chose sur laquelle je n'ai jamais varié. La Russie va gagner cette guerre. La Russie ne perdra pas cette guerre. L'OTAN n'a pas la capacité de vaincre la Russie, et l'Ukraine n'a pas la capacité de survivre à la Russie, pas dans une guerre d'usure contre elle. Et maintenant, on voit tout ça se dérouler. L'OTAN a voulu changer le paradigme en jouant à des jeux stupides. C'est une opération pilotée par le Mi-6. Mais maintenant, ils vont en payer le prix. J'ai écouté les Russes. Comme je l'ai dit, j'étais à l'ambassade de Russie le 7 mai, le jour où ils célébraient la victoire. J'ai écouté le discours, j'ai regardé les vidéos, j'ai parlé avec les officiers, et je suis reparti en me disant, c'est une situation complètement différente, une atmosphère complètement différente. C'est une atmosphère plus sombre, une atmosphère qui se prépare à la guerre, pas à la paix. Oui, en fait, on a reçu John Mearsheimer dans notre émission hier, et il est arrivé exactement à la même conclusion. Il pense qu'il se prépare quelque chose dont psychologiquement on n'est tout simplement pas prêt à faire face. Alors, peut-être la question la plus importante que je vous ai posée dans toute cette émission, est-ce qu'il y a quelque chose que l'Occident puisse faire pour se ressaisir et changer le cours des choses, pour éviter qu'on finisse dans cette guerre? Ou est-ce qu'il est déjà trop tard? Il y a une chose qu'ils peuvent faire. L'Europe doit arrêter ses absurdités. En ce moment, l'Europe doit vraiment réévaluer sa situation de façon réaliste. Et il existe un moyen de le faire sans perdre la face. Elle peut dire que le paradigme de la sécurité énergétique a tellement changé que l'Europe doit désormais se pencher sur la préservation de sa propre capacité industrielle en retrouvant un accès fiable à des sources d'énergie stables. Et tant que le détroit d'Ormuz peut être bloqué par l'Iran à tout moment, l'Europe doit reconnaître que les États-Unis n'ont pas la capacité de lui fournir de l'énergie de manière durable et abordable. Le seul pays capable de le faire, c'est la Russie. Donc, l'Europe va devoir réévaluer sa relation énergétique avec la Russie. Et une fois qu'on fait ça, il faut reconnaître que la Russie doit devenir un partenaire stratégique pour la croissance économique, plutôt qu'un ennemi stratégique comme on la présente souvent. Et quand on prend cette décision, on peut réduire l'importance du militaire. Il faut arrêter avec la rhétorique. L'OTAN doit disparaître, ou au moins redevenir réaliste. Mais cette idée selon laquelle l'OTAN serait l'équivalent de la Russie et que l'Europe pourrait remplacer les États-Unis et construire sa propre puissance militaire, c'est une pensée irresponsable. Et la manière d'agir, parce qu'on dit souvent que les actes comptent plus que les mots, c'est l'Ukraine. L'Europe doit mettre fin à cette guerre. L'Europe doit reconnaître que le pari ukrainien, et rappelons-le, l'Europe et les États-Unis ont créé les conditions de cette guerre.
Les gens ne connaissent pas l'histoire. Tu ne comprends pas que la CIA utilise les Ukrainiens de l'Ouest comme un contrepoids à la Russie soviétique depuis 1948. Depuis 1948. Tu le sais peut-être, mais dans les années 50, les forces spéciales américaines avaient un plan pour transformer l'Ukraine en terrain de guerre irrégulière. Des groupes de forces spéciales devaient sauter en parachute et former des équipes pour combattre les Russes. C'était notre plan. On a toujours prévu d'utiliser l'Ukraine contre la Russie comme un instrument. Et l'Europe a agi dans ce sens. Nous aussi, on l'a fait. Il faut qu'on arrête. Il faut cesser immédiatement. Les gens ne savent pas ce qui s'est passé en 2004, quand la CIA, avec d'autres, a orchestré un coup d'État, le premier contre Viktor Yanukovych, la soi-disant révolution orange où il y a eu 3 élections présidentielles. Yanukovych a gagné les 2 premières. On n'a pas voulu que ça se produise, alors on a organisé ensemble une 3e élection illégale et on a fait élire notre candidat. Yushchenko s'est révélé être un nationaliste. La première chose qu'il a faite, c'est de faire de Stepan Bandera le héros national de l'Ukraine. Un nazi, le héros national de l'Ukraine. Vous voyez la direction que ça prend. En 2010, on a essayé à nouveau, mais Yanukovych est revenu. Alors en 2014, on a porté le coup de grâce, le coup final pour renverser Yanukovych, mettre les nationalistes au pouvoir et commencer à transformer l'Ukraine en une sorte d'épée plantée dans le ventre de la Russie. C'est nous qui avons commencé cette guerre. Les États-Unis, l'Europe, la Russie va la terminer. La Russie en a fini. Et l'Europe, comme les États-Unis, doivent simplement reconnaître que c'est terminé. Le pari ukrainien est fini. Et on va sortir de ce conflit en reconnaissant non seulement la victoire de la Russie, mais aussi son droit légitime. J'étais un peu trop enthousiaste, j'en ai presque perdu la voix. Son droit légitime de définir le rôle que l'Ukraine doit jouer. La Russie ne cherche pas à détruire l'Ukraine. Regardez la relation entre la Russie et la Biélorussie. Elle repose sur l'égalité. Allez voir par vous-même. Cherchez l'état de l'Union. L'état de l'Union, c'est une relation politico-économique entre la Biélorussie et la Russie. J'ai été en Biélorussie récemment. J'ai parlé avec des Biélorusses. Ils ne se sentent pas comme un peuple occupé ni dominé. Ce sont une nation indépendante, fière, vraiment indépendante, qui entretient avec la Russie une relation fondée sur l'amitié. Belarus, Russia, and Ukraine. And so the vision of Russia isn't to punish Ukraine, occupy Ukraine, destroy Ukraine. The vision of Russia is to bring Ukraine into the Three Sisters where it belongs. Ukraine is not a European country. Ukraine is a Eurasian country, forever historically and culturally linked to Russia. And that's where the Russians want to go. L'Occident doit reconnaître que oui, c'est ce qui va se passer. Sinon, s'il veut continuer à jouer dans l'Ukraine, il va découvrir ce vrai. Tu sais, Scott, ce qui est vraiment difficile à admettre, c'est que jusqu'au 20 février 2014, l'Ukraine formait encore un tout, un pays entier, avec lequel la Russie était prête à faire affaire, et ce, indéfiniment. J'ai diffusé des entretiens avec Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, qui disait que, oui, même après les événements du Maïdan, la Russie était disposée à négocier de nouvelles élections, qu'elle respecterait le résultat et qu'elle continuerait à entretenir des relations avec eux. Je suis désolé. Sébastopol, là-bas en Crimée, serait resté une partie de l'Ukraine. Mais à cause des décisions qu'on a prises, on a tout détruit. Et maintenant, 10 ans plus tard, la victoire finale, amère. Si ce que vous décrivez se réalise, si les Russes font ce que vous pensez qu'ils vont faire, eh bien, on aura sacrifié
toute l'indépendance politique du pays, simplement à cause de notre arrogance et de notre volonté de vouloir en faire autre chose. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que même après que la Russie a lancé ce qu'elle appelle l'opération militaire spéciale, même après qu'elle a créé ce pont terrestre reliant la Crimée au Donbass et à la Russie, l'accord de paix auquel Moscou était prêt à souscrire dans le communiqué d'Istanbul rendait Kherson et Zaporizhia à l'Ukraine. Tout ce que les Russes demandaient, c'était que le référendum des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk soit respecté par l'Ukraine, qu'elle soit reconnue comme des États indépendants. Et ensuite, ce que la Russie disait, c'était « laissez-les être indépendants ». Ensuite, à eux de décider, veulent-ils rester indépendants, retourner en Ukraine ou faire partie de la Russie. Voilà. Mais vous savez, la Russie ne cherchait pas à forcer la situation. Le référendum de septembre 2022 n'est venu qu'après que les États-Unis et l'OTAN ont injecté entre 50 et 60 milliards de dollars d'équipements militaires, qu'ils ont réentraîné une armée ukrainienne vaincue, et vous savez qu'ils l'ont renforcée avec des dizaines de milliers de mercenaires formés par l'Occident. Ils ont ensuite lancé une attaque surprise contre les Russes, au moment même où ceux-ci commençaient à retirer leurs troupes conformément au communiqué d'Istanbul. Vous savez, les Russes ne cherchaient pas ce résultat. Ils ne sont pas entrés en guerre pour obtenir ça. Ce résultat, c'est une relation de cause à effet, née de mauvaises décisions prises par l'Ukraine et par l'Occident. Eh bien, on va devoir attendre et voir comment tout ça va se passer. Je n'ai jamais autant espéré que quelqu'un se trompe, que j'espère que tu te trompes sur ce qui pourrait arriver ensuite. Parce que franchement, les paramètres de la vie qu'on a tous fini par accepter comme allant de soi vont changer radicalement. Et je ne pense pas que qui que ce soit en Occident soit prêt à ça. Beaucoup de choses vont changer, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, je ne peux pas dire « j'espère que la Russie ne fera rien et qu'elle laissera l'OTAN continuer comme si de rien n'était ». Parce que ça non plus, ce n'est pas tenable. En fait, c'est ça le fond du problème. Cette situation n'est tout simplement pas durable. Mais vous savez, colonel, si on avait eu cette conversation à la même époque l'an dernier, en parlant de la stupidité qu'il y aurait pour l'Amérique à lancer une attaque contre l'Iran, on aurait dit non, c'est impensable. L'Amérique ne ferait jamais ça, vu les conséquences. Eh bien, nous y voilà en train de vivre ces conséquences. On vit dans un monde où l'impensable est devenu réalité, à cause de la stupidité des responsables politiques occidentaux. Je dirais qu'il est difficile de contester ça. Oui, on le vit clairement en ce moment, et ce n'est sans doute pas fini. Bon, écoute, je te remercie de nous avoir accordé un peu plus de temps aujourd'hui. Et merci d'être venu, Scott. Vraiment, merci beaucoup. C'est tout à c'était, merci. Et merci à vous aussi. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et écoutez, s'il y a une émission que vous deviez partager avec vos amis, c'est bien celle-là. Partagez-la avec tous ceux que vous connaissez, en Europe ou ailleurs, pour leur montrer que le temps presse et que d'après l'analyse de Scott Ritter, nous avons maintenant une fenêtre d'action très étroite. Whenever and incredible, Arisu est de podcast. Dis-leur d'ajouter Daniel Davis Deep Dive à leur liste de podcasts. Ils ont besoin de savoir ce que toi tu sais. Ils peuvent le trouver là où ils écoutent déjà leur podcast. Il suffit que tu leur en parles.